Merci de regarder Golf TV Africa. Bienvenue dans cet entretien spécial que nous permet de recevoir M. Kebzabo Saleh, homme politique tchadien, député à l'Assemblée nationale du Tchad, membre du mouvement démocratique pour la restauration du Tchad, président du parti politique Union nationale pour le développement et le renouveau. Il est surtout le chef de file de l'opposition dans ce pays. Il a participé à la dernière élection présidentielle. Il s'en est sorti avec un score de 12,80% des suffrages exprimés, derrière le président Idriss Déby Itno, qui a été réélu avec 61,56% des suffrages exprimés. Monsieur Saleh Kebzabo, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Golf TV Africa. C'est moi qui vous remercie. Depuis la dernière élection présidentielle, celle du 10 avril 2016, qui a permis au peuple tchadien d'offrir un 5e mandat au président Idriss Déby Itno, comment se porte votre pays? Mais je voudrais vous dire la santé de mon pays en apportant une rectification assez importante dans ce que vous venez de dire dans votre propos. Le peuple tchadien n'a jamais, pas plus la dernière fois que les fois précédentes, accordé son suffrage à Idriss Déby Itno. C'est la 5e fois que ce dernier s'est présenté à une élection présidentielle et c'est la 5e fois qu'il a encore fraudé. Et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui patentes, vérifiables par tout le monde. Il a fait une fraude, une autre fraude gigantesque pour se maintenir au pouvoir. Donc si vous me demandez quel est l'état de santé de mon pays, je peux vous répondre que le Tchad se porte très mal. Mais avant ça, comment pouvez-vous continuer à dire que le candidat Idriss Déby Itno a fraudé lorsque toutes les institutions constitutionnelles habilitées à constater la régularité du scrutin l'ont proclamé réélu? Est-ce que, en tant que démocrate, ça vaut encore la peine de continuer à dire qu'il a fraudé? Mais bien entendu, quand la fraude et le vol sont patents, quelle que soit l'institution qui les consacre, mais ces institutions-là ont consacré le vol électoral tout simplement. Et c'est pour cela qu'à partir du moment où il a été investi sur cette base, nous, les 4 principaux candidats qui avons recueilli plus de 70%, nous disons que le président du Tchad est un président illégal et illégitime et nous allons le combattre durant tout son quinquennat qui va être un quinquennat pourri si jamais il pouvait réussir à l'achever. Et nous allons donc, avec des actions tout à fait pacifiques, jouer notre jeu en tant que démocrate. Être démocrate, c'est ça aussi. C'est refuser l'illégalité et refuser l'illégitimité. Et puis, de toutes les façons, vous savez ce que c'est qu'un conseil constitutionnel dans la plupart de nos pays sous les tropiques. Hein. Celui du Tchad est composé à 100% de membres du parti au pouvoir. Le président du conseil constitutionnel a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence, chef du parti au pouvoir et même directeur de campagne. Il y a quelques années, les 2 législatures précédentes, je crois, du président Déby. Que peut-il faire? A-t-il vraiment la possibilité, la latitude, la force, la liberté de dire le droit quand la fraude est patente? Je peux vous dire en quoi la fraude est patente, si cela vous intéresse. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi je suis venu ici, pour démontrer aux Béninois, leur expliquer ce qui s'est passé lors de cette élection présidentielle qu'ils n'ont pas suivi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, je vais vous le résumer très facilement. Le Tchad a payé pour peu de 15 milliards pour aller à une biométrie électorale. Effectivement, les gens ont été recensés, mais là où ça a biaisé, c'est que quand vous venez avec votre récépissé, on ne demande pas que vous vous fassiez identifier par le kit. Donc n'importe qui peut venir avec un récépissé et récupérer une carte. Deuxièmement, lorsque vous avez votre carte et que vous allez dans un bureau de vote, on ne vous fait pas obligation de sortir, de vous faire identifier par le kit pour bien vérifier que c'est vous et c'est votre bureau de vote. Donc, quand vous mettez ces 2 ingrédients ensemble, vous voyez que la biométrie a été presque inutile. Ensuite, pour faire vraiment court, le jour du vote, dans la plupart des régions du Nord, que j'expliquerai tout à l'heure, il n'y avait pas nos représentants dans les bureaux de vote puisqu'ils ont été purement et simplement renvoyés des bureaux de vote, tous les représentants de l'opposition. Les bulletins manquaient, les PV manquaient, des urnes étaient volées. Tout ça est revenu dans l'après-midi, comme vous pouvez l'imaginer, dans des urnes bourrées, avec des PV déjà remplis et tout. Et nous, les autres candidats, personne n'a eu un document quelconque dans cette région du Nord. Et ces régions du Nord, quelles sont-elles?
Déby a pris une règle, il a tracé un trait au-dessus de N'Djamena. Il s'est donc octroyé toutes les régions du Nord. Il y a environ 12 régions. Dans les 12 régions, il n'y a pas une région qui a eu moins de 90% de taux de participation. Il n'y a pas une région qui a eu moins de 90% de nombre de voix obtenus par Déby. Donc vous voyez bien que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est de la rigolade, le Gabon. Alors, ce que vous dites est d'une gravité extrême, mais ce qui étonne, c'est que ce scrutin a été suivi de très près par des observateurs internationaux et qui n'ont pas eu à dire ce que vous êtes en train de dire. Absolument pas. Les Gabonais ont eu la chance d'avoir une observation électorale de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu cette chance. L'Union européenne s'est contentée d'envoyer à N'Djamena 2 experts électoraux. Ce ne sont pas des observateurs. Ce n'est pas 2 personnes qui observent. En général, l'Union européenne, 2 mois avant, envoie une équipe, 1 mois avant, une autre équipe, et des centaines de personnes pour observer le jour du vote. Ce qui s'est passé au Tchad relève, je pense, d'un certain complot, voire un complot international contre le Tchad. Parce que quand l'Union européenne se contente de 2 experts pour juste analyser les conditions de vote et tout ce qui s'est passé le jour du vote ou après le vote, ce n'est pas d'observation. L'Union africaine qui est venue avec une vingtaine de personnes ne peut pas faire d'observation dans un pays qui a 1 284 000 km². Donc tout ça c'est ridicule et l'équipe la plus importante, je vous le signale, c'est l'Union africaine. Et quant aux autres associations tchadiennes ou africaines, c'est des gens qui viennent juste pour chercher leur per diem, hôtel et voitures prises en charge. On ne les compte pas parmi les gens qui font de l'observation. Est-ce que ce n'est pas une insulte à ces femmes et hommes qui ont accepté de venir observer l'élection présidentielle dans votre pays et qui ont eu à le faire par le passé dans d'autres pays, soit de l'Afrique centrale ou ailleurs sur le continent? Quelle insulte! De dire qu'ils sont juste venus pour se contenter des per diem. Mais nous savons ce que je ne dis pas des choses en l'air. Il y a un certain nombre d'Africains qui sont venus au Tchad, qui ont été payés, qui étaient pris en charge à l'hôtel et qui ont eu des compensations financières. Ce n'est pas une insulte, je dis ce qui est. Et je dis que dans ces conditions-là, ne me parlez pas d'observation électorale. Et de toutes les façons, vous savez que nous autres, on a tiré les leçons de tout cela depuis longtemps. L'observation électorale en Afrique, c'est du pipeau. Ça ne sert absolument à rien. Il faut que dans les années qui viennent, les Africains réfléchissent à tout ça et qu'on remette tout à plat et qu'on annule l'observation telle qu'elle se déroule actuellement. Elle peut être efficace, mais pas comme elle se déroule actuellement. Alors, lorsque vous faites allusion à l'effectif de la mission d'observation de l'Union africaine pour estimer que cette mission d'observation n'est pas efficace parce que vous avez essayé de faire une comparaison avec la superficie de votre pays, ce n'est quand même pas pour la première fois que l'Union africaine déploie des missions d'observation dans des pays pour observer les élections, et peut-être même dans des pays plus vastes que le vôtre. Mais des pays plus vastes que le Tchad, il n'y en a pas beaucoup en Afrique pour commencer. Et puis ensuite, pour ce qui concerne l'Union africaine elle-même, je sais de quoi je parle. Je suis membre du Parlement panafricain. Et notre Parlement envoie aussi dans l'équipe de l'Union africaine des députés qui font partie prenante pour être dans l'observation. Donc je sais ce que je dis, je sais ce que vaut l'observation de l'Union africaine, elle ne vaut rien. Je sais de quoi je parle. Donc moi je voulais donc ajouter à tout cela les éléments d'information. Lorsque, au soir du 21 avril, la CENI a donné ses résultats d'ailleurs sur lesquels je vais m'arrêter juste un instant pour dire qu'elle nous a délivré des résultats par région. Or, vous savez très bien que des résultats par région ou par département, ça ne sert absolument à rien. C'est des résultats par bureau de vote qu'il faut donner pour que les candidats comparent avec les chiffres et les résultats qu'ils ont. Or, en donnant les résultats par région, on est cloué. On n'a donc absolument aucune possibilité de contester quoi que ce soit. Qu'est-ce que le code électoral appliqué dans votre pays au moment de cette élection a prévu? Le code électoral dit qu'il faut donner un résultat par bureau de vote. Bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qui a été inscrit dans le code électoral et c'est ce qui n'a pas été fait par la CENI. Mais le plus grave est à venir. Le plus grave, c'est que le soir de l'annonce des résultats par la CENI, dès que la CENI a fini d'annoncer ses résultats, il s'en est suivi un déclenchement de tirs d'armes légères, automatiques, jusqu'aux armes lourdes. Pas seulement en N'Djamena, mais dans tout le pays. Pendant 24 heures, on a tiré. Pendant 24 heures. Parce que même le lendemain, au soir, on m'a téléphoné de certaines régions pour me faire écouter les tirs qui continuaient encore. On a tiré pourquoi? On a tiré pour terroriser. On a tiré pour faire peur. On a tiré pour arrêter court toute velléité de descendre dans la rue pour manifester, puisque Déby savait très bien qu'il n'a jamais été élu. Cette fois-ci, encore moins qu'avant.
Et il savait très bien que la jeunesse, puisque cette élection-ci a été marquée par l'afflux massif des jeunes sur le chiquier électoral, il pensait donc que s'il ne faisait pas tout cela, les jeunes allaient envahir les rues. Et pour couper court à tout ça, voilà ce qu'il a fait pendant 24 heures. Il a fait tirer. C'est pour ça que nous avons dit que cette élection-là a été pour nous un coup d'État électoral. Alors, vous parlez de coup d'État électoral, vous parlez de complot international contre le peuple tchadien. Est-ce que finalement votre discours n'est pas celui d'un mauvais perdant? Absolument pas. Je ne suis pas un mauvais perdant. Pour ce qui concerne les résultats que nous avons eus, nous, parce que nous étions organisés avec un centre de récolte des résultats à N'Djamena. Il y avait une trentaine d'experts avec une cinquantaine d'ordinateurs, donc nous étions équipés pour cela. Mais puisque, comme je vous l'ai dit, on nous a privés des résultats de la région nord, toutes les autres régions, à partir de N'Djamena jusqu'au sud, on avait des résultats. Nous avons publié nos résultats dans toutes ces régions-là. On a donné une conférence de presse où on a annoncé nos résultats et à l'heure où je vous parle actuellement, notre résultat n'a jamais été contesté. Débilium ne l'a pas contesté et aucun de son parti ne l'a contesté. Pourquoi? Parce que, effectivement, nous avons travaillé sur des documents fiables, sur des documents qui existent et qu'on peut démontrer à tout moment. Et de ces résultats, il apparaît que moi, je venais en tête avec 33% et Déby venait en 4e position avec 10%. Voilà. Et personne n'a contesté ça. Si vous voulez faire une simulation maintenant avec les régions du Nord qui nous manquent, vous avez deux possibilités de simulation. La première que nous avons faite, c'est quoi? Nous avons attribué à Déby mieux que lui-même. On lui a attribué 100% de taux de participation, 100% de nombre de voix obtenus dans ces régions du Nord et 0% de bulletins nuls. Malgré tout ça, Déby arrive avec 43%, certes en tête, mais pas éligible au premier tour. On a voulu faire la démonstration que, quel que soit le cas de figure, il fallait un deuxième tour. Mais moi, je comprends parfaitement que, étant son challenger principal, il ne pouvait pas un seul instant accepter de venir au deuxième tour avec moi. C'était pour lui un cauchemar, parce qu'il savait très bien que, battu au premier tour, comme nous en avons fait la preuve, il ne pouvait pas espérer quoi que ce soit à un deuxième tour où on allait lui damer le pion une fois encore. Et maintenant, plusieurs mois après la tenue de cette élection présidentielle, je dirais même plusieurs semaines après l'investiture du président Idriss Déby Itno, on peut dire que la couleuvre est déjà avalée. Il n'y a pas de couleuvre qu'on peut avaler comme cela. Je pense qu'en démocratie, les choses se présentent différemment. Nous avons d'abord voulu démontrer d'une autre manière notre force de frappe. À la veille de l'investiture de Déby, nous avons organisé des manifestations qui ont été interdites mais qui ont eu lieu quand même. Malheureusement, il s'en est résulté au cours d'une marche organisée la veille de l'investiture. On a quand même enregistré un mort et plusieurs blessés. C'est ça qu'on peut déplorer. Et c'est ça qui vous donne l'idée de la nature réelle du régime. Parce que si, comme les jeunes avaient voulu qu'on le fasse, on avait lancé le mot d'ordre de manifestation publique après les faux résultats de la CENI, ce serait un bain de sang au Tchad. Nous n'avons pas accepté cela. Et donc, je ne dis pas qu'il y a une couleuvre qu'on va avaler ou qu'on va accepter. Nous refusons ces résultats-là. À l'heure où je vous parle, avec les autres candidats, les principaux candidats que nous sommes, nous avons décidé de dire que cette élection était une duperie. Cette élection ne pouvait pas être remportée par Déby. Et si le Conseil constitutionnel, passant outre tout cela, le consacre et l'investit, pour nous, Déby est un président illégal, un président illégitime. Et nous allons le combattre pendant les 5 années qu'il veut gouverner, en plus de ce qu'il a fait jusqu'ici. Ce quinquennat va être pourri pour lui. Nous avons pris disposition pour que des actions tout à fait pacifiques l'empêchent de gérer correctement ce pays. Et on en a la capacité, parce que lui-même nous l'offre par sa mauvaise gestion caractérisée, par sa mauvaise gouvernance reconnue par tous. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Tchad est un pays qui est complètement par terre. Alors, informel. On va parler dans quelques instants de la situation économique de votre pays, de la qualité de la gouvernance politique et économique au Tchad. Votre président, vous le qualifiez d'illégitime, d'illégal. Mais c'est sur lui qu'a porté le choix de l'Union africaine pour des missions de bons offices au Gabon, un pays qui vit actuellement une période post-électorale très tendue. Mais vous savez qu'avec l'Union africaine, on n'est pas à une incongruité près. Vous vous rappelez qu'en janvier, c'est le même Déby qui a été coopté par ses pairs pour être président en exercice de l'Union africaine. Nous, au Tchad, on a protesté. On n'investit pas quelqu'un à une charge aussi importante à 3 mois des élections qu'il allait perdre. Donc ça allait être une première en Afrique. Ça l'a été, de toute façon, puisque nous, on dit qu'il a perdu cette élection. Deuxièmement,
il y a ces jours-ci, quand j'ai écouté la crise post-électorale gabonaise et l'intention du président Déby de s'y rendre à la tête d'une mission de haut rang, j'ai souri avant de me ressaisir pour faire une déclaration et dire tout de même que ce n'est pas un fraudeur, ce n'est pas un voleur d'élections invétéré qui va aller donner une leçon quelconque à d'autres. Qu'est-ce qu'il allait dire aux Gabonais? Qu'est-ce qu'il allait dire à Ali Bongo? Que Ali doit accepter le recompte des voix? Non, il n'est plus parti, il n'est pas encore parti. Il devrait s'y rendre. Il devait s'y rendre. À 24 heures près, la mission a été suspendue sine die, mais j'espère bien que c'est parce que les Gabonais l'ont récusé. Il ne peut pas aujourd'hui prendre le bâton de pèlerin pour aller où que ce soit parler de démocratie ou parler d'élections transparentes, lui qui n'en connaît pas, lui qui vient de frauder il y a quand même à peine quelques semaines. Alors, quand vous dites que les autorités gabonaises l'ont recusé, en tout cas ce n'est pas ça la version officielle. Oui, j'espère que les Gabonais, quand je dis les Gabonais, ça peut être la majorité, ça peut être l'opposition, j'espère que les Gabonais l'ont recusé parce qu'ils n'ont pas oublié dans quelles conditions lui-même vient d'être réélu. Alors revenons maintenant à ma première question, la première question que nous vous avons posée en début d'entretien, celle de savoir comment se porte votre pays, la situation sociale, économique du Tchad aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette situation? Mais le Tchad se porte très mal. Le Tchad sort d'une élection très difficile qui a été marquée donc par des fraudes massives et c'est donc un point de rupture avec les populations. Parce que ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que tous les Tchadiens qui en ont marre, ils sont nombreux, ils sont majoritaires, ont pensé que c'était l'opportunité de renvoyer Déby et ils ont voté contre lui. Mais quand vous venez tranquillement leur dire que vous êtes encore au pouvoir, je pense que dans chacun d'entre nous, il y a une certaine rancœur qui certes est enfermée en nous, mais il n'en demeure pas point que les Tchadiens ont pris mal, très mal ces résultats et attendent peut-être d'autres situations pour se manifester. Deuxièmement, le président Déby a fait toute une série de promesses pendant la campagne électorale, dont des promesses de meilleur être, de mieux être, de bien-être et tout ce que vous voulez aux Tchadiens. Mais voilà qu'à peine investi, il commence par des mesures qui sont impopulaires. La coupe dans certains budgets, la réduction de 50 à 80% de certains revenus. On est dans un pays où la vie est chère. Le Tchad aujourd'hui fait partie des pays les plus chers au monde. Et lorsque vous allez diminuer les revenus des Tchadiens qui travaillent de 50 ou de 80%, je pense que vous ne réglez pas un problème. Vous avez vu la liste des médicaments que nous avons appelés les mesurettes prises par Déby pour soigner sa malgouvernance. Il ne peut pas y arriver. Il ne peut prendre aucune mesure qui aille dans le sens réel du règlement en profondeur de la crise économique et sociale dans notre pays parce que c'est lui-même qui en est l'auteur. Le problème du Tchad, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le détournement massif, c'est le pillage à ciel ouvert de notre économie depuis une quinzaine d'années que nous avons les revenus du pétrole. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, et que ça se passe encore dans l'impunité, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui le pays est bloqué. Le pays est pratiquement dans une situation de banqueroute. Si le Tchad était une entreprise privée, on aurait fermé les portes depuis longtemps. Mais comme c'est un État, on le traîne comme un boulet le plus lourd possible, on traînera jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, les Tchadiens vivent dans une situation de précarité économique et sociale grave. Et c'est ça la situation que Déby a apportée en gérant le pays, comme vous le savez, de façon patrimoniale depuis maintenant 25 ans. Alors, vous vous insurgez contre les mesures économiques prises par le gouvernement Déby, notamment les coupes budgétaires. Pourtant, ces mesures-là ne sont pas l'apanage du Tchad. Il y a un certain nombre de pays en Afrique et dans le monde dont les revenus sont tirés du pétrole et avec la chute drastique des coûts mondiaux du pétrole, ces pays ont été obligés de procéder à la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que dans une certaine mesure, vous n'êtes pas en position de comprendre les actions entreprises par le gouvernement pour faire face à la conjoncture économique internationale? Cher monsieur, je suis un opposant. Je joue mon rôle d'opposant. Même dans l'opposition constructive que nous pratiquons au Tchad, nous sommes bien obligés de dire des choses telles qu'elles sont. Les mesures telles que préconisées au Tchad ne peuvent pas régler le problème du Tchad pendant un mois. Ce n'est pas possible. On a déjà eu une rectification du budget cette année. Une deuxième loi rectificative va certainement arriver au moment où c'est le budget de l'année prochaine qui doit arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe ailleurs ne m'intéresse pas.
Ce que d'autres pays font ne m'intéresse pas. C'est ce que mon pays fait qui m'intéresse. Je sais dans quelles conditions notre pays a été pillé, de façon systématique et à ciel ouvert. Je sais donc qu'au Tchad aujourd'hui, vous pouvez désigner 10, 15 ou 20 familles qui sont plus riches que l'État tchadien. Dans d'autres circonstances et sous d'autres cieux, c'est à ceux-là qu'on demanderait de rapatrier leur argent, de ramener leur argent dans le circuit officiel et de le remettre à l'État tchadien pour régler ces problèmes. Il suffit tout simplement de feuilleter un peu les comptes du Trésor ou les comptes de certaines banques et vous verrez bien que la mauvaise gouvernance, elle profite à un certain nombre de personnes qui sont en nombre vraiment réduit. Donc, quand on veut s'attaquer à des problèmes dont la racine c'est la mauvaise gouvernance, il faut d'abord donc remettre l'État sur les rails. Il ne faut pas que vous continuiez à confier les régies financières à des gens dont la seule qualification est d'être un parent, un beau-frère, un beau-père ou une belle-sœur. Non, il faut que vous donniez, que vous confiez la gestion effective du pays à des mains qui sont expertes et expérimentées. Il faut d'abord commencer par ça. Il faut remettre l'État dans ses attributs, à savoir un État qui est organisé et respectueux des normes reconnues internationalement. Il faut enfin, et ça c'est le plus important, non pas faire des coupes comme cela parce qu'il faut diminuer les chiffres, mais voir effectivement quelles sont les racines de la mauvaise gouvernance, quelles sont les causes les plus profondes qui font qu'aujourd'hui l'État est en difficulté et apporter donc les mesures idoines pour sortir le pays de cette situation. Ça c'est possible, nous on sait le faire. Et si on avait pris le pouvoir, on l'aurait fait et on l'aurait réussi en moins d'1 an. Mais Déby, pendant 5 ans, s'il doit encore rester 5 ans au pouvoir, il ne réussira pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous êtes opposé au régime du président Idriss Déby Itno. Vous avez souvent dénoncé les persécutions, les intimidations. En mai dernier, la police avait fait irruption chez vous. Vous étiez absent sans que l'on sache les raisons pour lesquelles la police a été envoyée chez vous. Dans l'affaire des militaires et policiers disparus dans la foulée de la présidentielle, vous avez été aussi entendu par la justice comme témoin. Comment est-ce que vous vivez tous ces événements en tant qu'opposant? Mais je vis mal ces événements. Vous venez d'évoquer un des problèmes les plus graves que nous ayons connus pendant notre cycle électoral, à savoir le vote des hommes armés, le vote des militaires, policiers, gendarmes et autres, qui ont reçu comme consigne dans leur caserne de voter Déby. Mais ces gens-là, c'est des citoyens comme les autres. Ils ont donc pensé qu'en tant que citoyens, ils pouvaient voter librement. C'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas voté pour Déby. Et voilà comment ils se sont retrouvés dans des situations que moi je trouve inacceptables dans un pays qui se veut démocratique. Il y en a qui ont disparu. Il y en a qui à ce jour ont disparu. Les familles sont là, peuvent témoigner. Mais on a fait peur à toutes les familles et les familles sont aujourd'hui recluses et ne veulent plus en parler. Mais nous avons déjà enregistré des déclarations. Mais ce que l'on sait, qui a été public, c'est qu'on parle de 49 personnes qui ont été déportées à 1500 km de N'Djamena. Ces gens-là, on ne peut pas laisser cette page-là la tourner comme ça en perte et profit. Le procureur ne peut pas, parce qu'il a cherché juste l'identification de 5 personnes et il les a retrouvées. Ce n'est pas parce qu'il a retrouvé 5 personnes que les 45 autres ne devraient pas voir leur situation gérée. Ce sont des militaires qui ont été arrêtés, bastonnés, torturés. Certains emportent encore les traces physiques. J'ai des photos que j'ai prises. Ils ont été emprisonnés de façon illégale. Ils ont été déportés à 1500 km dans une sorte de camp retranché dans un désert rocailleux, donc dans des conditions de vie inhumaines. C'est quand nous, politiques, on a commencé à dénoncer cela, à faire du bruit, qu'ils ont finalement décidé de les rapatrier à N'Djamena en prétextant qu'ils étaient en mission commandée. Ils n'ont absolument exécuté aucune mission commandée. Ils ont été arrêtés suite à un vote qui a été mal apprécié par le gouvernement, comme d'autres ont été arrêtés, emprisonnés dans certaines cellules à la présidence de la République. Ça aussi, on a des témoignages formels là-dessus, ou dans d'autres lieux de fortune comme prisonniers. Et c'est comme ça que certains ont disparu. On ne peut pas le nier. Donc moi, j'interpelle le procureur, pour dire au procureur qui n'a pas à fermer ce dossier, à le classer sans suite. Non, parce que l'affaire qu'il doit juger n'est pas seulement l'affaire des 4 ou 5 personnes qu'il a retrouvées, mais c'est toute cette machine inhumaine, toute cette machine qui a violé les droits humains, toute cette machine qui a arrêté les gens de façon illégale, les a torturés, les a bastonnés déjà, les a fait souffrir.
les a déportés à plus de 1500 km de N'Djamena sont des actes illégaux. C'est contre ça que le procureur doit rouvrir le dossier et comme ça je pense qu'il pourra certainement arriver à d'autres conclusions. Mais nous disons mieux que ça. Nous savons dans quelles conditions les magistrats travaillent au Tchad. C'est pour cela que nous avons pensé que c'est une mission indépendante pouvait prendre ce dossier en main et lui trouver une conclusion normale. Alors, maintenant que dans vos raisonnements, dans vos propos, vous insinuez une certaine complicité entre l'Union africaine et M. Idriss Déby Itno dans ce que vous qualifiez de coup d'État électoral dans votre pays, maintenant que vous trouvez qu'il y a un complot international, sans doute vous parler du silence de la communauté internationale. Dans tout ce qui se passe au Tchad, il n'y a pas de réaction internationale. Maintenant, sur qui et sur quoi comptez-vous pour pouvoir changer les choses au Tchad? Parce qu'il n'y a pas de soutien. En principe, vous aviez besoin qu'on vous soutienne, mais il n'y a pas de soutien. Est-ce que seul vous pourriez quelque chose? Il faut insister sur le complot pour dire qu'effectivement, quand vous comparez la crise post-électorale du Tchad à celle des autres pays, au Tchad, ça s'est passé dans un silence, un mutisme total, télécommandé, qui fait que nos problèmes ne sont pas sortis de chez nous pour que toute l'Afrique en soit informée ou que le monde en soit informé. Donc cela revient à dire, pour répondre à votre question, que les Tchadiens doivent se regrouper, assumer leurs problèmes par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Personne de l'extérieur ne peut venir régler nos problèmes. Seul notre rapport de force en notre faveur peut jouer en notre faveur. Et c'est pour cela qu'il faut travailler. Nous, politiques, nous sommes voués à ce travail. Nous sommes en train de poursuivre ce travail d'information, de sensibilisation, de conscientisation de nos populations. Et c'est par cela seulement que nous trouverons notre bonheur. On ne peut pas penser à notre bonheur en espérant que d'autres viendraient de l'extérieur pour les régler à notre place. Non. Quelle que soit la nature du complot dont nous sommes victimes, nous savons que seule la volonté suprême du peuple tchadien peut apporter un changement dans ce pays et c'est à ça que nous travaillons. Saleh Kebzabo, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cet entretien avec Saleh Kebzabo, homme politique tchadien. Il est sorti deuxième à la dernière élection présidentielle dans son pays. Il est membre du mouvement démocratique pour la restauration du Tchad, président du parti politique Union nationale pour le développement et le renouveau. Il est aussi le président du groupe parlementaire de son parti politique au Parlement. Il fut ministre de l'Industrie et du Commerce dans son pays. Aujourd'hui, il est connu, c'est lui le chef de file de l'opposition au Tchad. Merci d'avoir suivi cet entretien. Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Golf TV Africa.